Bonjour à tous et bienvenue. Merci de nous rejoindre aujourd'hui pour ce séminaire en ligne sur les nouvelles publications du VSA pour le domaine de la branche automobile. J'ai le plaisir aujourd'hui de modérer ce séminaire. Et puis donc on verra ces trois nouveaux documents qui nous seront présentés par nos spécialistes. J'ai prévu quelques slides pour commencer. Je vais vous les partager. Donc, au niveau du programme, voilà le programme qui vous avait été communiqué. Donc, je commencerai par une brève introduction sur le centre de compétences industrie et artisanat. Et puis ensuite, nous aurons Marcus Peter de l'UPSA et puis Guillaume Chanson du canton de Vaud qui nous parleront des nouvelles directives pour la branche automobile, principalement les garages. Ensuite, on aura la partie sur l'aide-mémoire cantonale des stations-service. Et puis, finalement, Guillaume Chanson nous présentera encore quelques exemples d'informations comme on aimerait les voir dans une demande de permis pour une nouvelle construction. J'ai oublié de me présenter. Mon nom est Régis Cotla, je suis ingénieur chimiste de formation. Je travaille dans le domaine de l'environnement depuis une vingtaine d'années, dans le domaine des eaux industrielles depuis un peu plus de 10 ans. J'ai rejoint le centre de compétences et artisanat, industrie et artisanat pardon, du VSA il y a quelque chose comme 8 ans, et puis maintenant depuis 2 années, j'ai rejoint aussi l'équipe de base, le noyau dur, si on veut bien, de ce centre de compétences. Alors, je vais vous dire quelques mots pour présenter ce centre de compétences. Donc, ce centre de compétences industrie et artisanat a pour but de former des spécialistes dans le domaine de la protection des eaux, spécifiquement donc, pour tout ce qui est eaux usées industrielles. Il souhaite vraiment se tourner vers l'avenir, anticiper les problèmes pour proposer des solutions au plus vite pour le pré-traitement des eaux usées industrielles. Un des objectifs aussi de ce centre de compétences, c'est l'harmonisation de l'application entre les cantons. Donc, une des tâches principales, c'est d'édicter des nouvelles directives, des aides-mémoires, des guides pratiques pour faciliter l'harmonisation dans l'application. Et puis, le centre de compétences est aussi un partenaire de discussion. Je vous ai mis ici le lien où vous pouvez trouver un formulaire de contact sur le site www.vsa.ch. Et puis, avec ce formulaire, vous pouvez poser des questions par rapport à un cas concret et pour demander, par exemple, quel est l'état de la technique dans le pré-traitement des eaux, quel est le pré-traitement qu'on devrait mettre en place dans tel ou tel cas particulier. Les membres de ce centre de compétences sont issus de différents domaines. On a des représentants des hautes écoles, des représentants des autorités cantonales communales, aussi en général une personne de l'Office fédéral de l'environnement. On a aussi des spécialistes ou des personnes qui travaillent dans l'industrie et dans l'artisanat, des entreprises spécialisées dans le pré-traitement des eaux, et puis des bureaux d'ingénieurs. Ça, c'est le domaine dont je fais partie.
Au niveau des activités périodiques, donc comme je l'ai dit avant, le VSA organise régulièrement des cours. Pour les eaux industrielles et artisanales, c'est principalement pour le moment le cours F1, donc sur l'exploitation et l'entretien des installations de pré-traitement des eaux usées. C'est le module de base. En Suisse alémanique, il y a d'autres cours aussi. Il y a un module plus avancé qu'on appelle le F2, qui pourra aussi peut-être un jour être mis en place en Suisse romande. Pour revenir à ce cours F1, l'année dernière, il a été conduit et puis il a rencontré un beau succès. Il y avait de thèses comme ça, une cinquantaine de personnes qui avaient participé. Et puis, ce cours sera renouvelé à l'automne 2022. Le VSA organise aussi les journées qu'on appelle ERFA, qui sont plutôt consacrées au contact entre les autorités cantonales qui souhaitent discuter et puis harmoniser leurs pratiques. On fait aussi des séminaires spécifiques. Ça peut être des séminaires dans le cadre de journées spéciales organisées sur un thème. Ça peut être aussi des séminaires en entreprise. Et puis enfin, il y a ce qu'on appelle les CC Events. Donc une fois par année, les responsables du centre de compétences organisent une journée pour expliquer quels sont leurs travaux, quel est l'avancement des différents projets. Et puis donc là, les chefs de projet donnent un petit peu des informations sur ce qui se passe. Alors, quelques projets qui ont été réalisés, c'est principalement des aides-mémoires que je vous montre ici. Donc, un aide-mémoire sur les séparateurs à graisse, principalement pour le domaine de la restauration, où on explique un petit peu quelles sont les normes et puis les mesures d'entretien pour ces séparateurs. Un aide-mémoire tout récent sur le pré-traitement des eaux usées dans la viniculture, et puis d'autres aides-mémoires peut-être un peu plus spécifiques sur les véhicules hydrocureurs qui ont un système de pré-traitement intégré des eaux usées, et puis sur les toilettes chimiques mobiles. Voilà, vous trouvez tous ces aides-mémoires en téléchargement libre sur le site du VSA. Donc, sur les projets en cours, il y a par exemple une mise à jour qui concerne de la norme SIA 431 et, sur le pré-traitement des eaux de chantier. Une analyse de situation sur les micropolluants dans l'industrie et l'artisanat. Donc ça, c'est un listing finalement des polluants qu'on pourra avoir dans différents domaines. Ça, c'est un projet qui avance bien en collaboration avec l'OFEV, et puis il y a des aides-mémoires et guides pratiques sur l'aquaculture, l'industrie des métaux et des traitements de surface, etc. Voilà pour les projets futurs. Donc il y a encore plein de choses dans le pipeline, notamment sur l'efficacité des ressources. Donc là, on sort un petit peu du domaine du traitement des eaux pour regarder les entreprises de manière plus générale, traitement des déchets, recyclage des ressources, etc. Et puis, il y a d'autres aides-mémoires qui sont en gestation sur les eaux de ruissellement des toitures des façades, par exemple, sur les eaux usées issues des hôpitaux, des laboratoires, les eaux usées aussi de la branche agroalimentaire.
Donc, si vous avez un intérêt à collaborer pour ces différents projets, ou si vous avez des idées de thèmes qui pourraient être aussi abordés, alors n'hésitez pas à nous contacter. Vous avez ici le nom et les données de contact pour Marcus Sommer, qui est le responsable du Centre de compétences industrie et artisanat. Il est responsable pour tout ce qui est évacuation de l'eau pour le canton de Bâle-Ville. Et il parle assez bien français, donc il n'y a aucun souci par rapport à ça. Voilà, moi j'en aurais terminé avec cette introduction. Donc on va passer maintenant à la partie charnue du séminaire. Nous aurons donc deux orateurs principaux. Marcus Peter, il est responsable des domaines techniques et environnement à l'UPSA, donc l'Union professionnelle suisse de l'automobile. Il représentera donc la branche. Et puis Guillaume Chanson, il travaille à la Direction générale de l'environnement du canton de Vaud. Il est aussi responsable du groupe de travail romand et tessinois pour l'assainissement des garages et carrosseries automobiles. Et puis, j'en profite pour remercier aussi Nadine Tchekalski du VSA qui a organisé ce webinaire et puis qui s'occupe de la technique. Voilà, donc un grand merci à vous aussi pour votre participation et puis je laisse la parole à Monsieur Chanson et à Monsieur Peter. Voilà, merci Régis, bonjour à tous. Je m'appelle Guillaume Chanson, je suis ingénieur à la section assainissement industriel de la Direction générale de l'environnement. Et donc, du coup, je vais vous présenter un peu les différents documents qui ont été réalisés par le groupe de travail. À savoir que moi, je n'ai pas participé au groupe de travail, donc s'il y a des questions de fond vraiment sur un document ou l'autre et que je peux pas répondre, donc on prendra vos questions puis on les transmettra au groupe. Mais normalement, je devrais pouvoir répondre à vos questions. Par rapport au garage, disons garage et carrosserie ou les entreprises de transport, on a deux documents qu'on va présenter en premier. Ensuite, on passera aux documents sur les stations-service. Donc ici, on a sur la gauche le guide pratique et sur la droite l'aide-mémoire. L'aide-mémoire, on dira que c'est plutôt peut-être dirigé aux exploitants afin qu'ils sachent un peu exactement ce qu'ils devraient avoir en fonction de leurs activités. Et puis le guide pratique, ce sera il est plus détaillé. Et il permet, disons, aux autorités, que ce soit cantonales ou communales, de pouvoir avoir une base de travail pour autoriser des ouvrages et pour les mandataires externes de pouvoir exactement savoir qu'est-ce qu'ils doivent prévoir pour des nouvelles constructions, par exemple. Donc, pourquoi il y a des nouveaux documents qui ont été mis en place? Donc, la première chose, c'était vraiment de tenir compte de l'évolution de la technique des véhicules et des différents pré-traitements des eaux. Donc là, c'est vraiment, c'est indiqué sous réserve des véhicules électriques parce qu'on n'a pas forcément tenu compte de ça dans cette directive, mais c'est vraiment par rapport aux véhicules qui sont actuellement sur le marché. Monsieur Peter vous en dira un peu plus par la suite. Ensuite, c'était remplacer l'ancienne directive de l'OFEV concernant le pré-traitement et l'élimination des eaux usées du secteur de l'artisanat et de l'automobile, qui datait de 1987. Donc, bien qu'il y ait eu plusieurs directives intercantonales ou même cantonales qui sont intervenues entre-temps, c'est vraiment ce document qui devait être mis à jour, qui a plus ou moins mon âge. Donc,
il date un peu par rapport à l'état de la technique. Et puis le troisième point, c'est d'harmoniser les pratiques entre les différents cantons pour pas qu'on ait des différences entre le canton de Vaud et Fribourg, ou Fribourg et Berne, etc., etc. Donc, c'était vraiment un peu le but de pouvoir harmoniser les différentes pratiques. Donc, ces documents, ils vont remplacer les directives et de l'application en vigueur jusqu'ici, donc que ce soit des directives ou cantonales ou intercantonales. Et puis, ces documents, ils s'appliquent pour les nouvelles constructions essentiellement. Et puis, donc, dès le 1er janvier 2022, dans le canton de Vaud, nous, on se base dessus par rapport à nos préavis pour les nouvelles constructions. Et dans le canton de Vaud, ces documents, ils vont remplacer la DCPE 550, qui normalement est plus en vigueur depuis 2017, mais certains s'y réfèrent encore, et l'aide à l'application du GRAGC, qui datait de 2008. Donc ces deux documents, ils seront plus en vigueur pour les nouvelles constructions. Ensuite, par rapport aux autres cantons, ça, il faudra contacter le responsable cantonal du canton en question pour savoir si la directive VSA est déjà en vigueur ou pas. Ça, c'est vraiment des affaires cantonales quand même. Donc, par rapport à la date d'entrée en vigueur, il faudra vous adresser au responsable cantonal. Donc, là, maintenant, on va passer au point de vue de la branche. Donc, je vais céder la parole à Marcus Peter. Oui, merci bien à Guillaume Chasson et bonjour de la partie de l'UPSA Suisse. Je travaille à Berne et comme Régis Cotela vient de dire, je suis responsable pour tout ce qui concerne la technique et l'environnement. Comme vous entendez, mon langue maternelle, c'est l'allemand, suisse alémanique, et ouais, je vais essayer quand même à faire le mieux en français pour la présentation de notre point de vue de la branche. La première question, c'est un peu comme quelle est l'évolution technique des véhicules qui a certainement une influence importante, soit pour l'éducation des jeunes ou des personnes, des professionnels dans notre branche automobile, soit parce qu'on a actuellement les voitures hybrides, les voitures électriques, beaucoup plus de boîtiers électroniques, etc. Mais pour aujourd'hui, c'est certainement l'influence sur la protection des eaux où on voit un peu l'ancien coup d'œil. Et là, c'est l'évolution technique que vous voyez assez impressionnante sur les deux images à droite. On note c'est le surpassement d'une voiture des années 90 à peu près. Et en bas, c'est une voiture actuelle. Et vous voyez bien que, oui, pour la voiture neuve ou actuelle, on a beaucoup de couvertures au niveau du sous-baissement. Et la même chose, si on ouvre le capot moteur, on voit presque pas un moteur, on voit uniquement un peu des couvertures de cache en plastique, et par conséquent, ça va influencer aussi les comportements au niveau des garages pour le nettoyage des voitures. Ça veut dire le nettoyage du moteur lui-même. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait actuellement assez souvent, aussi souvent que dans les années 90, par exemple. Oui. Ça veut dire le développement de la technique automobile, c'est, comme je viens de dire, les couvertures du compartiment moteur et du sous-baissement, normalement en plastique, quelquefois en acier. L'étanchéité, en général, c'est aussi amélioré contre les fuites de liquide, et si on a quand même une perte d'huile, par exemple, ou une perte de liquide de refroidissement, on n'a pas directement le liquide qui coule à la terre. On a ces couches ou ces couvertures en plastique qui prient un peu une certaine quantité, au minimum de cette liquide. Et certainement, mobilité électrique, oui, si on
si on ne connaît pas en détail la technique des voitures électriques, on pense oui, on a uniquement une batterie et quelques câbles et un moteur électrique, mais par contre, les garagistes, ils ont les connaissances certainement. Si on regarde un peu en détail les voitures électriques, on a quand même quelques hydrocarbures qui sont utilisés soit dans la boîte de vitesse automatique normalement. On a une ou au maximum deux rapports, mais quand même un différentiel. Et là-dessus, on a besoin d'une huile spécifique. Et d'autre côté, on utilise aussi un système de refroidissement par l'eau, comme si c'est le cas pour les moteurs thermiques. Et aussi là, ce liquide de refroidissement contient cet additif antigel qui est aussi un hydrocarbure et aussi un système de freinage où on utilise aussi des liquides spécifiques. Autre chose qui a un peu changé, la version Act, où il y a déjà 10 ou 20 années, les voitures actuelles sont normalement déjà conservées au niveau des cavités en usine. Ça veut dire que ce n'est pas quelque chose que les garagistes appliquent pour faire des réparations ou de l'entretien normal des voitures. Et ce que j'ai déjà dit, c'est le cinquième point, la protection du soubassement par des revêtements plastiques d'un côté. Et là où on n'a pas ces revêtements plastiques, on a souvent une induction durable du caoutchouc. Ça veut dire qu'on n'a pas uniquement ces comme couleur à l'époque. Ce sont vraiment des couches avec une épaisseur de 2-3 mm du caoutchouc. Ça veut dire c'est pour la durée de vie de la voiture normalement. Mais ce qui est vraiment important, soit pour les garagistes et encore plus pour les contrôleurs de notre inspecteur de l'environnement, c'est de faire un peu la différence entre ces voitures typiques, ces voitures de tourisme typiques, et d'autre côté, si on regarde les véhicules utilitaires avec des châssis ouverts, avec par exemple un système hydraulique, etc. Là, c'est un peu difficile et je pense que c'est clair que si on regarde un tracteur, par exemple, on a quand même une autre situation qui concerne la charge des hydrocarbures. Mais je pense que Guillaume Chanceau, il peut expliquer ça encore un peu en détail. Voilà, donc là, ce qu'on peut voir, c'est des véhicules utilitaires ou poids lourds, disons, qu'on va considérer à châssis fermé, typiquement des camionnettes, des balayeuses, des camionnettes de livraison, des bus, ou bien vraiment, là, comme on voit, c'est des véhicules à châssis fermé. Donc, ça peut être des camions de pompiers ou des camions de transport, mais vraiment où on ne va pas pouvoir nettoyer dessous et puis avoir trop d'hydrocarbures en suspension. Donc là, après, on voit des véhicules à châssis ouvert. Ce sera plus des véhicules type véhicules de voirie, tracteurs, camions-bennes, véhicules de chantier, et puis tous les petits véhicules type tondeuse, comme ça, où il y a des risques d'écoulement de liquide par exemple, quand on va les laver. Donc ça, c'est typiquement des véhicules où des exigences plus élevées vont être demandées pour les lavages. On y viendra plus tard. Voilà, merci bien. Guillaume, oui, lié à ce changement technique des voitures, les offres des garagistes ont certainement aussi un peu changé et c'est ça ce que j'aimerais bien vous présenter. Quelque chose qui est vraiment une évolution des années précédentes, c'est que les roues, souvent aujourd'hui, sont stockées chez le garagiste.
quand j'avais fait mon apprentissage dans les années 90, c'était encore une petite, une petite clientèle qui ont déjà stocké les roues chez nous, chez notre garage là, et on a vraiment évolué les années prochaines. Ça veut dire là, normalement, avant de stocker les roues dans l'immeuble, on fait le processus de nettoyage, et si c'est un garage assez grand, souvent, ce processus de nettoyage, ce n'est pas fait à main, mais par des machines spécifiques pour laver les roues plus ou moins automatiquement. L'autre changement, c'est déjà quelque chose que je viens d'expliquer. Ce sont tous les travaux de conservation, soit sur le sous-bâtiment, soit au niveau des cavités, parce que normalement, cette durée de vie pour du véhicule, mais certainement, il y a quelques exceptions. Par exemple, après un accident, pour les travaux de restauration des voitures anciennes, là, on a certainement encore ces produits et ces processus pour la conservation. Autre chose, c'est ce que vous voyez sur l'image tout en bas, la préparation des voitures neuves, c'est aujourd'hui plus simple, disons comme ça, parce qu'on utilise des filaments en plastique ou même des housses en textile pour protéger la carrosserie, pour le transport des véhicules de l'usine jusqu'à chez le garagiste. Et à l'époque là, on a encore une couche de protection en paraffine ou en cire. On a eu besoin de nettoyer ces carrosseries avec des produits spécifiques, parce que oui, cette couche de protection, c'était vraiment résistante. Oui. Pour les méthodes de nettoyage, on peut dire généralement, on a aussi quelques nouvelles méthodes de nettoyage. Ce n'est pas le nettoyage des carrosseries. Normalement, on a quand même plus ou moins les mêmes stations pour nettoyer la carrosserie, mais il y a des nouveaux processus, comme par exemple un nettoyage à la vapeur, à l'aide de glace carbonique ou à l'aide de l'ozone. C'est surtout pour l'intérieur, c'est un nettoyage à l'aide de l'ozone. Nettoyage à la vapeur, ça on peut utiliser soit pour l'intérieur, soit pour les changes, soit pour les compartiments moteurs. Et oui, l'avantage là, c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir vraiment un pré-traitement important, parce qu'on n'a presque pas des eaux qui sont produites pendant ce processus de nettoyage. Par contre, ce qui a changé, ça veut dire où on a un peu plus des dangers ou un peu plus des aspects à respecter, ce sont des processus de nettoyage au niveau des filtres à particules. Normalement, des filtres à particules des moteurs diesel, il existe déjà des filtres à particules pour des moteurs à essence, mais là, ils ne sont pas normalement pas si bouchés comme ceux qui sont utilisés au niveau des voitures à diesel. Mais là, il existe des entreprises spécialisées pour cette maintenance des filtres à particules. Normalement, là, on a aussi un pré-traitement des eaux qui respectent toutes les exigences pour la protection des eaux. Par contre, ils existent disons, pour les petites garagistes ou même pour les privés, il existe différents moyens de nettoyage dans un spray, par exemple. Et oui, on utilise ça
en dehors, mais oui, on ne sait pas vraiment comment ces produits de nettoyage influencent finalement les eaux. Oui. Alors, c'est quelque chose qu'on doit un peu respecter si on utilise des produits spécifiques pour les filtres à particules. Et finalement, pour les carrossiers, on a aussi sur ce niveau un changement. Les processus de ponçage, normalement, aujourd'hui, ça se fait à sec. À l'époque, on avait encore utilisé souvent le ponçage en utilisant de l'eau. Et le ponçage à sec a certainement l'avantage d'un pré-traitement de l'eau qui n'est pas, dont on n'a pas besoin. Et directement lié à cette évolution, changement des processus au niveau des garagistes, on a aussi une évolution des produits et des moyens auxiliaires qui sont utilisés chez les garagistes. Comme je viens de dire, cette processus automatique pour nettoyer les roues avant de les stocker. Il existe différents types de machines de nettoyage. Un type utilise, comme vous voyez sur l'image, sur la première image, ici, utilise le système abrasif. Et des autres machines de nettoyage utilisent des détergents. Et certainement, l'utilisation ou le principe de nettoyage détermine aussi les exigences pour le système de pré-traitement correct. Mais ça, vous allez, Guillaume Chance va encore expliquer ça. Et ce qui généralement, un point très important, c'est le deuxième, c'est qu'on doit toujours adapter les produits de nettoyage pour les véhicules et aussi l'atelier à la technologie de séparation. Ça veut dire qu'on doit toujours regarder quels travaux de nettoyage sont effectués avec de surpression, avec et dans quel compartiment chez le garagiste, ça veut dire à l'intérieur, à l'extérieur, etc. Mais c'est aussi ça, quelque chose que Guillaume Chasson va vous expliquer plus tard. Ce qui est une chose qui est devenu plus important, c'est la manipulation de, par exemple, l'AdBlue, mais aussi beaucoup d'autres additifs lors de l'entretien du véhicule. Parce qu'un système AdBlue, c'est vraiment une petite fabrique chimique qui se trouve dans le véhicule. Ça veut dire aussi là, ces additifs, soit l'AdBlue ou des autres produits, provoquent un danger pour l'environnement. Ça veut dire aussi là, on a besoin de respecter les exigences nécessaires pour le pré-traitement des eaux usées si on a un atelier avec des eaux. Oui. Et finalement, quelque chose que vous remarquez généralement, pas uniquement au niveau de la branche automobile, c'est que la gestion des déchets, l'économie circulaire et le recyclage gagnent généralement en importance. Ça veut dire qu'on fait la séparation des différents types de déchets, déclaration des déchets, etc. Aussi un point très important si on regarde un peu en futur pour les années prochaines où on va avoir les premiers véhicules électriques ou hybrides où la batterie est échangée par exemple, où oui, on va
recycler correctement certainement ces batteries à haute tension des voitures électriques. Et c'est quelque chose très important, mais comme Guillaume Chance a déjà dit, on n'a pas encore traité spécifiquement ce sujet dans le guide pratique. Voilà, ce sont un peu les points de vue de la branche automobile et je passe la parole maintenant à Guillaume pour le point de vue des autorités cantonales. Merci Marcus. Donc, pardon. Quelles sont les nouveautés que le guide et l'aide-mémoire ont apportées? Donc, si on reprend un peu les thèmes abordés précédemment, donc on a des changements dans l'offre de services des garagistes. Donc, on a ces installations de lavage de roues. Donc, il y a deux sortes. Il y a des installations avec des billes abrasives, comme vous avez vu avant, et puis des installations avec des produits de nettoyage de jantes. Donc, les pré-traitements qui sont nécessaires pour ces deux types d'installations, ils sont différents. Parce que typiquement là pour les installations avec système abrasif uniquement, donc sans produit, on va uniquement exiger un dépotoir pour exigence élevée et puis le raccordement après à la STEP aux eaux usées via une chambre de prélèvement d'échantillons. Donc le dépotoir à exigence élevée, c'est un dépotoir. Le principe, c'est le même qu'un dépotoir, donc avec un sac avec une zone de décantation des matières lourdes, un coup de plongeur et puis une zone de décantation des matières légères. Par contre, il est surdimensionné pour que le temps de séjour de l'eau il soit plus grand et permette une meilleure séparation entre les hydrocarbures et puis l'eau. Ensuite, s'il y a des produits qui sont utilisés, on va soit avoir un circuit fermé et puis une élimination des résidus de nettoyage en tant que déchets spéciaux. Donc ça, c'est une possibilité. Ou bien, il faudra avoir un décanteur, un séparateur gravitaire, une fosse de pompage et puis une installation de pré-traitement, donc que ce soit une installation de pré-traitement biologique ou physico-chimique. Et ensuite, bien sûr, le raccordement à la STEP. Après, ce qui est important de prendre en compte, c'est que si c'est des produits de nettoyage qui vont être acides ou basiques, il faudra en plus avoir une neutralisation parce que ça risque d'impliquer une basification, une acidification des eaux qui ne sera pas possible au niveau du rejet dans les canalisations d'eau usée. Et puis, ça peut aussi impliquer une précipitation des métaux lourds. Donc là, il faudra avoir un mode d'élimination de ces métaux. Ensuite, il y a d'autres nouveautés qui sont indiquées dans ce guide pratique qui n'étaient pas forcément dans les précédentes directives. C'est des indications concernant notamment le stockage des liquides pouvant polluer les eaux, donc, sur bac de rétention avec la rétention du 100% du plus gros liquide, du plus grand volume stocké. Donc ça, c'est pour tous les secteurs protection des eaux en dehors des zones S1, S2, S3. Ensuite, tout ce qui concerne la gestion des déchets, donc stockage sous couvert ou dans des contenus étanches sans écoulement. Il y a aussi des indications par rapport à la protection de l'air, notamment tout ce qui est four de carrosserie ou les exigences en matière de rejet, notamment en toiture et non en façade sont explicitées clairement. Et puis, il y a aussi des indications sur les travaux sur les climatiseurs. Donc, qu'est-ce qui a changé avec ces différents documents? Donc, il y a deux points principaux qui ont changé. Donc, le premier, c'est par rapport à l'utilisation de l'eau. Donc, ce qui est prévu, c'est par rapport aux places de lavage carrosserie, donc notamment tout ce qui est emplacement de lavage en libre service. Donc, c'est que dès qu'il y a 5 places de lavage ou plus, il faut qu'il y ait un recyclage des eaux usées de lavage avec un taux de recyclage de 70%. Donc, ça veut dire qu'en plus des compteurs séparateurs, il doit y avoir une installation de recyclage des eaux pour
remettre les eaux, renvoyer les eaux en tête de station de lavage. Et puis le trop-plein sera rejeté aux eaux usées à la steppe, comme normalement. Ensuite, par rapport aux stations de lavage à brosse, donc tout ce qui est tunnel, portique, etc. Donc là, ça devient obligatoire d'avoir cette installation de pré-traitement, enfin de recyclage plutôt, de recyclage des eaux. Donc là, le schéma, on le voit. Donc en amont, on a un dépotoir pour exigence élevée. Ensuite, l'installation de recyclage. Les eaux sont réutilisées en autre procédé en tête de lavage. Et puis le trop-plein évacué à la steppe via une chambre pour la prise d'échantillons. Et puis, donc c'est vrai qu'il y a eu pas mal de discussions par rapport à ces stations de lavage à brosse parce que jusqu'alors, on demandait un décanteur et un séparateur qui sont remplacés par un dépotoir pour exigence élevée. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que par rapport aux installations de recyclage des eaux, les eaux, elles nécessitent quand même une certaine qualité pour être réutilisées dans les processus de nettoyage. Donc, il y a de toute façon un pré-traitement qui doit être intégré et prévu. C'est pour ça que ce système-là a été mis en place. Qu'est-ce qui a changé d'autre par rapport maintenant au développement de la technologie automobile et là également aussi par rapport au fait d'utiliser le moins d'eau possible et d'évacuer le moins d'eau possible, c'est par rapport à l'évacuation des eaux des ateliers. Donc, jusqu'alors, ce qu'on exigeait, c'était plutôt un décanteur et un séparateur d'hydrocarbures raccordés aux eaux usées ou une installation de pré-traitement s'il y avait des lavages de sol qui étaient réalisés avec des produits. Donc maintenant, le changement il s'opère par le fait que la première priorité, c'est de faire un atelier sans écoulement ou avec une fosse étanche. Et puis après, l'élimination des résidus de nettoyage de cette fosse seront éliminés par la filière des déchets spéciaux. Donc ça, c'est la première priorité. La seconde priorité, si on veut un écoulement, ce sera d'avoir l'installation, on dira, lourde, avec un décanteur, un séparateur, puis une installation de pré-traitement des eaux, physico-chimique ou biologique. Et puis, la troisième priorité, c'est de mettre un décanteur avec un séparateur d'hydrocarbures de classe 1, donc typiquement un séparateur avec filtre à coalescence. Par contre, ce système, il est limité par plusieurs choses. La première chose, c'est par rapport aux produits de nettoyage. Donc, ils doivent être réalisés sans produits de nettoyage ou avec des agents tensioactifs à séparation rapide qui doivent être acceptés par le fournisseur du séparateur et du filtre à coalescence. Et puis, une pression maximum de 60 bars et une température maximum de 60 degrés. Donc ça, c'est les conditions pour pouvoir installer et utiliser cette priorité, cette troisième possibilité, disons. Mais la première priorité, c'est vraiment un atelier sans écoulement afin de minimiser les eaux qui seront évacuées. Ensuite, un point important, et ça c'est un changement aussi par rapport, ça existe depuis plusieurs années, mais c'est un changement par rapport à l'ancienne directive, c'est que vu qu'il y a de moins en moins de peinture, de cabines de peinture à eau ou de ponçage à l'eau, tous ces ponçages et ces peintures sont faites à sec. Mais l'important, c'est vraiment de récupérer et d'éliminer les poussières de ponçage comme déchets spéciaux et pas les éliminer dans les eaux usées parce que typiquement, les ouvrages, les installations de traitement, elles ne seront pas faites pour traiter ce genre de choses-là. Un autre point par rapport au développement de la technologie, donc ça, je reviens par rapport aux véhicules à châssis ouvert. Donc, c'est pour tout ce qui est place de lavage pour les moteurs et les châssis. Donc, a été introduit vraiment la notion de véhicule utilitaire avec châssis ouvert, où là, c'est la même chose, les mêmes
exigences que pour les lavages de moteurs et de châssis. On a deux solutions. Soit on n'utilise pas de produits ou des produits autorisés avec un décanteur, un séparateur classe 1, un raccordement à la STEP. Ou si on utilise d'autres produits de lavage, voilà, à ce moment-là, il faut une installation de pré-traitement. Puis là, je rappelle que toutes ces installations de pré-traitement, elles doivent être, elles sont soumises à des autorisations au niveau cantonal. Donc ça, il faut que ça passe par des demandes de permis de construire. Ensuite, ben voilà, les limites par rapport aux séparateurs à coalescence ou classe 1, elles sont les mêmes que précédemment. C'est 60 bars maximum et 60 degrés maximum. Et puis sans produit de nettoyage ou avec produit autorisé. Voilà, là, pardon, c'est le second point un peu, le gros changement, on dira, par rapport en tout cas à la mise en application sur la Suisse romande, par rapport aux évacuations des eaux, des aires de stationnement, bon, tout ce qui est place de stationnement de véhicules. Donc, le VSA a introduit des notions de véhicules en parfait état de fonctionnement et véhicules défectueux. Donc ça, c'est vrai que c'était déjà en activité sur d'autres cantons. Et puis, ben, ça permet de vraiment de catégoriser les véhicules en fonction de leur état et puis par rapport à la sécurisation des places. Donc, tout ce qui est véhicule en parfait état de fonctionnement, c'est ces véhicules qui sont listés là. Donc, si je prends des voitures de tourisme, ce sera des véhicules qui ont moins de 10 ans, donc ils sont jugés en parfait état de fonctionnement. Et s'ils n'ont pas été accidentés ou s'ils ne sont pas en attente de réparation, ils peuvent stationner sur des surfaces non sécurisées par un séparateur d'hydrocarbures. Et puis, un autre type de véhicule en parfait état de fonctionnement, ce sera des véhicules de plus de 10 ans, mais dont l'expertise remonte à moins de 3 ans. Donc, c'est vrai que là, ça donne des indications assez claires, mais par contre, ça pose un autre problème après au niveau du contrôle. Et ça, il faudra qu'on voie comment cela se fait à l'usage. Parce qu'il faut se rappeler en tout cas que sur le canton de Vaud, ce qui n'est pas le cas sur d'autres cantons romans, c'est que nous, on a une base légale qui est l'article 40 du RLATC, donc le règlement d'application de la loi sur le territoire des constructions, qui exige que tout dépôt de véhicule se fasse sur une place sécurisée par un séparateur d'hydrocarbures, puis soit raccordé aux eaux claires. Donc là, il y a un changement disons, dans l'application de cet article qui devra être fait. Parce que jusque-là, toute place de stationnement, même pour des véhicules en parfait état de fonctionnement, typiquement des places de véhicules d'occasion, exigeait un séparateur d'hydrocarbures. Donc là, ce qu'on voit par rapport à ça, c'est que la première priorité pour le stationnement de ces véhicules qui sont défectueux ou pas en parfait état de fonctionnement, c'est de les stocker dans une place qui est couverte et sans écoulement, afin d'éviter la production d'eau usée. La deuxième priorité, c'est d'avoir une place couverte et qui soit sécurisée par un décanteur, un séparateur gravitaire raccordé aux eaux usées. Et finalement, la troisième priorité, c'est une place étanche, raccordée, donc non couverte, raccordée aux eaux usées après passage dans un décanteur et un séparateur gravitaire standard. Donc, par rapport à ça, il y a eu passablement de discussions entre le VSA et puis le groupe roman pour l'assainissement des garages et des carrosseries. Parce que nous, on a proposé d'avoir une solution qui correspondent un peu plus à la réalité du terrain, où on a des grandes zones de stationnement, et puis à l'air libre, et puis à l'article 11 de l'ordonnance sur la protection des eaux, qui prévoit que les eaux météoriques non polluées sont raccordées au réseau d'eau claire. Donc, le principe de la mise en séparative. Donc, ce qu'on aurait demandé, c'est qu'il y ait un décanteur avec un séparateur classe 1, donc à coalescence, et puis un raccordement aux eaux claires. La solution de raccordement aux eaux usées a été privilégiée par le VSA.
parce que ça a été considéré que les eaux de ruissellement de ces places de stationnement, elles étaient considérées comme polluées. Elles n'entraient pas dans le cadre de cet article 11, qui avait notamment un risque avec les composants de batterie. C'est vrai que nous, on prend acte, mais après, ce sera du cas par cas par rapport à l'utilisation de cette directive, parce que on peut clairement pas envoyer d'énormes quantités d'eau de pluie dans les steppes, parce qu'on va avoir une surcharge d'eau hydraulique de la steppe. Donc ça, ce sera des questions à discuter avec les mandataires et les maîtres d'ouvrage par rapport à leur projet. J'en ai terminé pour cette première partie. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ces deux documents? Moi, j'ai juste une question, Étienne Varga. C'est uniquement donc pour des nouvelles constructions ou des transformations? Est-ce qu'il y a des adaptations qui vont être faites pour des constructions déjà existantes? Alors, pour commencer, c'est vraiment par rapport aux constructions existantes, aux nouvelles constructions. Et puis, s'il y a des agrandissements de garages ou des nouvelles places de lavage qui sont construites, par exemple, à côté d'ateliers, là, clairement, c'est cette directive qui va être en vigueur. Après, on a quand même on va quand même partir du principe que c'est ce qui était en vigueur au moment de la construction qui va être mis en place, mais c'est clair que si on a un garage qui a été fait il y a 50 ans, qui n'a aucune norme, voilà, il y a aussi la question de l'état de la technique. Le principe de base, c'est l'ordonnance sur la protection des eaux et notamment l'annexe 3.2 qui définit toutes les normes de rejet. Donc, si une entreprise elle est hors norme, là, à ce moment-là, elle devra s'assainir en fonction de ces nouveaux documents. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, j'ai une autre question. Oui. Vous m'entendez? Oui. André Genoux de Créa Béton. Oui, bonjour. Dans les stations de lavage self-service, avec le lavage des jantes maintenant, oui. On sent quand on y va, quand le produit est un petit peu piquant pour le nez, ça c'est admis dans le traitement normal alors. Oui. D'accord. Très bien, merci. Disons que ce serait bien pas. Et après, c'est de toute façon, après, c'est au niveau de la responsabilité de l'exploitant au final par rapport à ça. Il est censé mettre des produits qui, comme le disait M. Peter, qui vont par rapport à leurs installations qu'ils ont. Mais c'est clair que ça, c'est un problème et la directive, elle ne le règle pas. D'accord. Dans le chat, on a une question de M. Chassot qui demande si les agriculteurs sont aussi concernés. Alors, a priori pas, parce que par rapport à l'agriculture, il y a des directives spécifiques qui sont en train d'être réalisées ou qui ont déjà été réalisées. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ou est-ce qu'on passerait à la suite? N'hésitez pas, sinon après, s'il y a des questions qui viennent pour dissiper des doutes. Donc, il n'y a pas d'autres questions, je vais passer à la présentation suivante. Alors.